1, 2, 3, 4. Sunshine, I'd really like to tell you, oh my sunshine. Il y a un an, je suis partie autour du monde sur la planète Vimbio. Pourquoi entreprendre un tel voyage ? Saviez-vous qu'en France, l'agriculture la plus polluante est la viticulture ? Et en parallèle, la réputation des vins bio est injustement négative ? Pourquoi un tel paradoxe alors que les plus grands vins sont ceux pour lesquels on limite le nombre d'intrants chimiques au maximum ? La Tâche, Richebourg, Romanée-Conti, on les buvait régulièrement, il y a 25-30 ans. Et j'ai remarqué que les meilleurs vins étaient des vins biologiques ou organiques. Si vous faites pousser des vignes sans recourir aux intrants de synthèse, que vous créez un sol vivant et que vous faites grandir ces plantes dans un équilibre naturel, sans masquer l'arôme des fruits, vous avez la capacité de créer un vin de qualité ou un vin plus singulier. C'est pour comprendre ce paradoxe et élargir mon champ de vision que je suis partie dans tous ces pays au contact de femmes et d'hommes qui pratiquent des techniques de viticulture biologique et biodynamique. Et contre toute attente, alors que je n'ai pas de formation en viticulture ni en œnologie, ces viticulteurs de renom m'ont ouvert leurs portes. Je dois vous avouer qu'au début de mon voyage, je pensais rencontrer des personnalités en marge. Mais en réalité, c'est tout le contraire. J'ai rencontré des personnes très lucides sur l'impact de l'homme sur la Terre et surtout des chefs d'entreprise pragmatiques, soucieux de produire un vin de qualité. Et c'est pour cela que chacun des viticulteurs du monde très célèbres, très prestigieux, se dirige vers la biodynamie, car elle donne la capacité d'obtenir une amélioration dans la qualité. Le périple commence avec l'Australie. Là-bas, je comprends avant tout que ce sont les idées reçues et les vieilles habitudes qu'il convient de déconstruire. Je commence mon enquête aux côtés de Gill Wahlquist, un monsieur de 85 ans aujourd'hui qui est considéré comme le parrain de la viticulture biologique et biodynamique en Australie. Je suis journaliste et j'ai travaillé dans les relations publiques. Et j'ai toujours voulu avoir une ferme. Je vivais dans une propriété située à Sydney Harbour qui tout d'un coup fut très prisée par les entrepreneurs. Nous l'avons vendue aux entrepreneurs et eu assez d'argent pour aller à la campagne et acheter une ferme. Et c'est ce qu'on a fait. Quand il a commencé son activité de viticulteur, le ministère de l'Agriculture l'encouragea à utiliser du DDT pour se débarrasser des chenilles qui ont envahi ses vignes. Ces méthodes, pourtant courantes, vont à l'encontre de ses idées. Il décide donc de tenir tête au ministère. Le DDT, ça entraînait de nombreux changements. Sur les oiseaux, les coquilles d'œufs, elles devenaient trop fines. Ça tuait tout. Donc ils l'ont banni aux États-Unis. Mais ils ne l'avaient pas encore banni ici lorsque Gill a commencé. Et il a dit « Je vais pas pulvériser ce truc ». Son parcours atypique et son fort caractère en font une figure emblématique. Si des pesticides ou des herbicides provenant de mes voisins sont pulvérisés dans mes vignobles, je les attaque en justice pour dommages. 2 000 $ par hectare. J'ai fait publier ça dans le journal. Ils étaient terriblement gênés et donc ils ont dû arrêter. Et quelques années plus tard, un de mes voisins est venu me dire « Vous savez, c'est très gênant d'avoir fait ça. Mais c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Car j'ai arrêté de pulvériser des pesticides et j'ai compris que le problème pouvait se résoudre de lui-même et j'ai économisé beaucoup d'argent. » Ils ont donc appris qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser ces produits. Belle ironie du sort, après 40 ans de combats acharnés, il a récemment été remercié par le ministère de l'Agriculture pour son implication dans la promotion d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Je suis donc retournée là où tout a commencé, au domaine de Boto-Bollard. Sa vieille maison tient toujours fièrement debout. Son tracteur, ancré dans cette terre sacrée, est protégé par la déesse de la pluie, vestige de croyances encore vivaces. C'est Kevin Krastrom qui a repris le domaine aujourd'hui.
Donc j'étais intéressé et quand j'ai parlé à Gil, il m'a expliqué son affaire. Et j'ai dit, ouais, c'est bien, c'est génial. Et c'est vraiment amusant. Car lorsque tu travailles en bio, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Tu n'as pas la possibilité de dire « J'ai un problème là, je vais le régler avec ça ». Tu ne peux pas régler les choses comme ça. Tu dois trouver une solution ou une façon de le régler qui fonctionne, n'endommage rien d'autre et améliore la situation. Avec l'agriculture biologique, la manière d'aller plus loin, c'est la biodynamie. Et Gil, encore lui, était bien à l'origine du mouvement biodynamique en Australie. Kevin me parle de cette vieille habitude qui est de toujours vouloir se débarrasser des mauvaises herbes dans un vignoble. Des gens qui n'ont pas un vignoble en bio et qui sont en irrigation, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils désherbent chimiquement. Et donc ils tuent toutes les microfaunes et microflores du sol. La microfaune et la microflore constituent les éléments fondamentaux dont la plante a besoin pour pousser. Donc lorsqu'ils n'en ont plus, ils doivent rajouter des fertilisants, mais lorsque tu rajoutes des fertilisants, les mauvaises herbes reviennent, et donc tu dois les pulvériser pour les tuer de nouveau, et donc finalement, tu obtiens cette espèce de tas de poussière sans vie. Mais d'ailleurs, savez-vous comment fonctionne une plante ? Il existe une interrelation entre la vie dans le sol et la vie d'une plante. Pour se nourrir, la plante va produire, à partir de la photosynthèse, des glucides qu'elle envoie aux racines. Ces glucides attirent les bactéries qui vont alors ronger les minéraux autour des racines et les rendre assimilables par la plante. Sans l'activité du sol, la plante ne peut se nourrir. Dans la McLaren Valley, au domaine de Gametree, Melissa Brown témoigne de la même difficulté lorsqu'elle a repris l'exploitation paternelle et a décidé de la convertir en bio. Mon père déteste l'aspect du vignoble aujourd'hui, car il ne comprend pas. Pour lui, le vignoble est totalement désordonné, alors qu'il aime le voir impeccable, sans herbe entre les vignes. Et dans un domaine en bio, ce n'est vraiment pas comme ça. Et particulièrement sur les grandes surfaces. C'est vraiment difficile de garder bien ordonné tout le temps. Ce n'est juste pas pratique. De toute façon, il ne vient plus très souvent dans le vignoble. Tu vois, les mauvaises herbes, ce n'est pas un problème ici. Tout le monde te dit « Tu dois faire attention aux mauvaises herbes, c'est épouvantable ». Tu vois, j'ai un bon ami, il veut vraiment faire de l'agriculture organique, mais il n'arrive pas à gérer les mauvaises herbes. Je me souviens, je suis allé chez lui il y a plusieurs années et j'ai regardé les pieds de vigne. Et j'ai vu qu'il avait pulvérisé de l'herbicide. Je lui ai dit « Berry, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il me dit « Oui, je sais, mais je ne pouvais pas les laisser comme ça. Je pensais les laisser encore une nuit. » Il ne pouvait juste pas y arriver. L'autre idée reçue est que le vin bio serait de mauvaise qualité. Donc c'est à cause de certains winemakers que le vin bio a une mauvaise réputation ? Il y a plus de mauvais vins bio que de bons vins bio. Parce que certains producteurs ou winemakers bio sont des religieux ou des fondamentalistes. Ils pensent que si c'est bio, ça donnera automatiquement du bon vin. Ils ont de très beaux raisins car ils pratiquent de bonnes techniques d'agriculture biologique, mais lorsqu'il s'agit d'en faire du vin, ils sont tous naturalistes. Et le vin, c'est un juste milieu entre le jus de raisin et le vinaigre. Le vinaigre est là et le jus de raisin est là. Le vin est au milieu. Le mauvais processus peut être lancé très rapidement. C'est seulement avec des procédés de vinification propres que tu peux stopper ce processus. Mais certains winemakers ont donné au vin bio une mauvaise réputation. Traditionnellement en Australie, il y avait deux marchés distincts. Le marché des consommateurs bio, et ils vont absolument tout acheter bio. Le lait, les pommes, les carottes. Ils achètent aussi du vin bio, mais parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour la santé. Et de l'autre côté, des consommateurs de vin de qualité, qui n'achètent que pour raisons qualitatives et en connaissance. Ces deux marchés sont distincts. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant ? Des producteurs comme Sergio Carlet, Vanya Cullen, les Radford et d'autres auxquels vous vous êtes adressés, qui sont des producteurs de vin de qualité, se mettent à pratiquer des méthodes d'agriculture bio ou biodynamique. Et soudainement, ces consommateurs de vin de qualité
se rendre compte que le bio ou la biodynamie ne nuit pas à la qualité. Au contraire, ce n'est pas un truc de hippie. Alors pourquoi pas essayer d'autres vins bio? Le vin bio, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. C'est juste arrêter de mettre des adjuvants qui sont négatifs. C'est la santé du vignoble et du sol qui fait un meilleur vin. Donc ça a l'air très simple. Pourquoi tout le monde ne change pas la façon dont il fonctionne? Ce n'est pas un moyen rapide de faire de l'argent. Ce qui va dissuader 3/4 des gens intéressés dans l'agriculture biologique. Il n'y a pas de bénéfice immédiat, donc ils ne sont pas intéressés. Mais il y a un petit groupe de personnes qui désirent améliorer la qualité de son vin. Une fois que le pas est fait, les bénéfices arrivent. Pour faire de l'agriculture biologique, il n'existe pas une recette facile. Ils vous disent ce que vous ne pouvez pas faire, et puis... Mais qu'est-ce qui peut les faire changer? Le plus simple est qu'ils se mettent à regarder ce que fait le voisin, qu'ils voient son succès, qu'ils soient jaloux. C'est la méthode la plus simple. Donc vous devez travailler dur. Pourquoi est-ce qu'il a plus d'argent? Pourquoi est-il célèbre? Pourquoi Robert Parker lui a donné une bonne réputation? C'est un exemple comme ça. Aujourd'hui, l'Australie compte parmi les pays les plus touchés par le réchauffement climatique et subit une dégradation des sols. C'est pourquoi on constate un intérêt croissant pour l'agriculture biologique. Une des motivations qui a conduit au boom dans la viticulture biologique, dans l'industrie du vin en Australie, a été le réchauffement climatique. Car les viticulteurs ont constaté un allongement des périodes de sécheresse, une dégradation des sols, et ils ont ressenti qu'il ne serait pas possible de continuer de pratiquer les méthodes d'agriculture habituelles. Et ce qu'offre l'agriculture bio et biodynamique, c'est une amélioration de l'humidité par la couverture végétale ou le compost, et la capacité d'améliorer la vitalité des vignes, donc la vigne résiste mieux aux perturbations extérieures. Donc si tu t'adresses à un agriculteur et lui exposes ce résultat, il va vouloir essayer, car ça semble être une très bonne option. Je connais des viticulteurs de très importantes entreprises, faisant partie du top 10 des producteurs de vin par leur taille, qui ont visité de petits domaines et ont regardé la santé des vignes. Et c'est impossible de ne pas être au minimum intrigué ou intéressé et de se demander comment travaillent-ils. Ce qu'ils font est totalement différent, car ce vignoble est incroyable. Et donc, les propriétaires de ces entreprises, et en particulier Yalamba, Ango et de très très grosses entreprises privées, se rendent compte d'une part qu'il existe un marché pour le vin bio. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? C'est qu'en apprenant les méthodes de conversion au bio, ils adaptent certaines de ces techniques pour les intégrer à leur vignoble conventionnel. Donc vous pourrez constater en Australie, d'une manière générale, que l'utilisation des pesticides ou d'herbicides est en train de s'améliorer, car les gens réalisent qu'ils n'ont pas besoin de mettre tant de choses dans leur vignoble. On constate cette tendance dans de nombreuses zones. Ce n'est que le début, mais c'est en train de se développer. Vous êtes positif avec ça? Oui, très positif. Je peux le prouver. Oui, oui. Par les ventes, par l'intérêt, parce que mes concurrents commencent à s'intéresser à ce que je fais. Les voisins se demandent comment vendent-ils plus de vin? Comment gagnent-ils plus d'argent? Comment se fait-il qu'ils gagnent plus de prix? Ils me voyaient comme un fou sur la colline, mais maintenant ils se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Je poursuis le périple en Nouvelle-Zélande, où je me rends sur l'île du Sud dans la vallée de Central Otago. Bienvenue au pays où les winemakers sont élevés au rang de stars. Ici, des domaines mondialement connus sont implantés, comme ceux de Felton Road avec Nigel Greening, Ripon avec Nick Mills,
de Quartz Reef avec Rudy Bauer et dans le domaine d'Aurum, Lucie Lorenz. Parce que c'est ça le nouveau monde. Donc c'est un domaine et puis un winemaker ici on les connaît. Les winemakers sont des stars ici. Alors que c'est vrai qu'en Bourgogne on peut pas en nommer beaucoup des winemakers. Même la plupart des gens qui connaissent la Romanée Conti ne connaissent pas le nom d'Aubert de Villaine. Alors que pour nous c'est une star. Là-bas, impossible d'y échapper. J'ai été plongée au cœur de la biodynamie. Mais au fait, savez-vous ce qu'est la biodynamie ? À l'origine, c'est Rudolf Steiner, penseur et philosophe du XXe siècle, qui, pour répondre aux agriculteurs soucieux de la dégradation des sols et de l'état de santé de leurs animaux, organisa une série de conférences. Aujourd'hui, la compilation de ses travaux apporte un savoir technique et des réponses concrètes aux agriculteurs. C'est un ensemble de recettes et préparations qui permettent d'améliorer la fertilité des sols, de préparer le compost et de soigner les végétaux par l'utilisation de certaines plantes telles que la valériane, la camomille ou encore l'ortie, qui stimulent la croissance, la vigueur et la résistance aux attaques parasitaires. La prise en compte des cycles lunaires est aussi très importante. De la même façon que la Lune a une influence sur les marées, elle en a aussi une sur les végétaux. On parle de Leaf Day, les jours où elle influence la croissance du feuillage, de Roots Day, le jour où elle influence la croissance des racines, Flower Day, de développement des fleurs, et Fruit Day, des fruits. La biodynamie est souvent perçue comme une méthode ésotérique ou mystique, alors que pour d'autres, elle est un facteur indéniable d'amélioration des techniques agricoles. Non, ça c'est autre chose, la biodynamie. Ça c'est non. C'est une religion. Non, ça c'est autre chose pour moi. C'est un autre niveau. C'est autre chose. Mais c'est bien, je respecte Nick, c'est un de mes meilleurs potes ici. Hein. C'est pas, il y a pas à Filton Road. Hein, je suis très proche de Gareth. On est charrie. Toujours. Mais c'est une plaisanterie entre nous et moi je respecte vraiment ce qu'ils font parce que je respecte les vins qu'ils produisent principalement et je respecte les personnages qui sont. Ils ont une telle passion qu'on peut pas, quoi qu'ils fassent, que ce soit ça ou autre chose, ça fonctionne. Nous ne faisons pas partie d'un groupe mystique de biodynamistes. Nous sommes très concrets. Pour nous, c'est un processus qui consiste à apprendre comment fonctionne un écosystème, apprendre les équilibres, les processus et changements constants de l'écosystème, et apprendre à travailler avec et non contre. C'est pourquoi pour moi, c'est très concret et même scientifique. Je suis toujours très fier quand je peux montrer aux scientifiques et qu'ils repartent convaincus de l'intérêt de la biodynamie. Comment vous leur montrez que ça fonctionne ? Eh bien, c'est juste qu'on explique comment on observe la chaîne alimentaire et la façon dont l'écosystème fonctionne. Et de ce qu'on apprend de ça, on s'en inspire pour les utiliser en notre faveur. J'ai une centaine de petits exemples, dont un qui est sympa. Nous utilisons les pois comme plantes de couverture au milieu des vignes. Et nous avons commencé à faire pousser des pois parce que nous voulions en manger pour le déjeuner. Mais peu de temps après avoir commencé à faire pousser des pois, nous avons commencé à avoir des pigeons qui sont entrés dans le vignoble. Et nous n'avions jamais vu de pigeons ici avant. Mais les pigeons adorent les pois. Donc si tu fais pousser des pois, tu attires les pigeons. Peu de temps après que les pigeons soient arrivés, les faucons de Nouvelle-Zélande sont arrivés dans le vignoble. Parce que les faucons aiment les pigeons. Et durant la saison des vendanges, nous avons toujours un problème avec les oiseaux qui mangent nos fruits. Donc maintenant, nous commençons à faire pousser des pois un peu avant les vendanges pour attirer les pigeons et faire venir des faucons qui vont effrayer tous les oiseaux. Tu as l'armée de l'air. Donc tu vois, c'est juste apprendre comment manœuvrer cet écosystème. Tu développes une douzaine de trucs comme ça, et ça fait toute la différence. Ce n'est pas quelque chose de fou ou de bizarre, c'est de la science dure. Je crois que c'est une philosophie intéressante, mais qui est perçue comme quelque chose de marginal, parce que les gens pensent que c'est quelque chose qui est...
Pour les gens, c'est compliqué de voir qu'il existe un lien entre le cosmos et la Terre. Les gens ne voient pas vraiment ce lien. Mais bien sûr qu'il existe un lien, c'est évident. Et lorsque tu commences à parler avec les gens de la biodynamie et des planètes, ils deviennent tendus. C'est dans la perception des gens que c'est étrange, pas dans notre perception. Et lorsque tu es intéressé par la biodynamie, tu fais l'effort de comprendre. C'est exactement ce que tu es en train de faire maintenant, parce que tu veux comprendre pourquoi les gens font certaines choses. Et je pense que c'est important. Pour moi, c'est un truc personnel. L'agriculture bio ou biodynamique, c'est quelque chose de personnel. C'est à cause de la relation que moi et ma famille nous avons eue avec notre terre et la façon dont nous pouvons prendre soin de notre terre pour les générations futures. Mais aussi pour le produit, qui, je l'espère, est meilleur. Il est plus précis, il a plus de clarté et exprime mieux l'endroit et les différentes variations d'une année à l'autre. Nous ne mettons pas la certification sur la bouteille. Nous avons la certification, mais nous ne la mettons pas sur la bouteille. Mais si vous êtes intéressé, vous trouverez très rapidement le fait que nous sommes en biodynamie. Mais je ne veux pas que les gens l'achètent parce qu'il est biodynamique. Je veux qu'ils l'achètent parce que c'est du très bon vin. Et pour les gens qui veulent boire du vin bio? Eh bien, ils devront faire des recherches. Je veux dire, un bon caviste ou sommelier dans un restaurant doit être capable de savoir lesquels de ces vins sont biodynamiques ou pas. C'est une décision difficile de se labelliser et dire voilà, je suis un viticulteur bio ou juste je suis un viticulteur et de plus, je pratique des méthodes d'agriculture biodynamique. Je ne veux pas être un prêcheur, debout et droit comme un piquet dans une église à dire vous devez faire comme ça. Chacun de ces viticulteurs me montre leur partenaire de travail. I would shine just like a million suns if you just love me, baby. Ces hommes entretiennent un rapport organique avec leur terre. Ils ressentent le vin comme il s'imprègne d'un paysage. C'est un bon vin, si c'est véritablement une expression du lieu. Nous aimons que le vin exprime la texture du terrain. Le vin ne peut exprimer de la texture, chaleur et générosité si le terrain est traité déplorablement. Quand le paysage a une texture et une particularité, dans ce cas, le vin exprimera cette texture et cette particularité. Tu ne crois pas ? Et bien qu'ils prennent le temps de m'expliquer tous les aspects techniques de la biodynamie, je crois que l'essentiel m'échappe. C'est pourquoi on me conseille de rencontrer James Milton, considéré comme une référence dans son pays en matière de biodynamie. Mais le chemin jusqu'à chez James est long. Très, très long. À ses côtés, je participe à la préparation 500, favorisant la fertilité du sol. Après avoir laissé pendant tout un hiver des cornes remplies d'excréments de vaches, nous avons utilisé des poignées de cette substance devenue inodore et riche en micro-organismes. Nous l'avons mélangée à de l'eau durant 1 heure et enfin aspergée dans tout le domaine. À l'issue de mon voyage néo-zélandais, je comprends que la biodynamie ne se comprend pas, elle se pratique. C'est en effet par la pratique que le réapprentissage des phénomènes naturels se manifeste, ce réapprentissage allant de pair avec une remise en question personnelle. Je traverse le Pacifique en direction du Chili. Là-bas, c'est Alvaro Espinosa, pionnier de la viticulture biologique et biodynamique dans son pays, qui m'attend. Il a notamment collaboré, durant 15 ans, à un projet majeur de conversion de 1000 hectares en biodynamie. L'entreprise Emiliana est aujourd'hui la surface la plus importante au monde certifiée en biodynamie. Les deux qui sont certifiés, c'est Emiliana et nous, ici, qui sont commencés au début, les premiers. Et les autres sont en transition en biodynamie avec des méthodes. On a gagné pas mal de prix de qualité. Et ça, il a été valoré, je crois, le travail en agriculture biodynamique.
il y a maintenant des autres sociétés au Chili qui ont adopté la même technique de production. C'est pour ça que je crois que ça commence à gagner de plus en plus de gens qui regardent l'agriculture biodynamique comme quelque chose relationné avec la qualité. La qualité du travail, la qualité parce qu'on préserve aussi les ressources de la terre, mais surtout pour la qualité du vent, qu'avec la biodynamie, il y a une expression plus authentique d'identité des terroirs pour la façon comment se travaille la terre. Alors que je m'interroge sur la possibilité de manœuvrer 1000 hectares en biodynamie, Alvaro me conseille de rencontrer Miguel Elizalde, le viticulteur du projet. Mais après plusieurs tentatives de contacts infructueuses, je décide de rencontrer d'autres grands groupes intéressés aussi par la conversion dans la biodynamie. Je rencontre alors Ana Salomon, qui est responsable de la conversion de 40 hectares en biodynamie au sein du groupe Dos Andes, qui possède notamment 1500 hectares répartis entre l'Argentine et le Chili. C'est aux côtés d'un conseiller en biodynamie qu'elle apprend et perfectionne ses connaissances. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Nous avons commencé à faire du bio pendant 2 ans sans que ça coûte excessivement cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons tout passer en biodynamie après cette expérience ici. Mais on souhaiterait apprendre tout d'abord pour voir quels problèmes nous allons rencontrer dans le futur. C'est ça le projet que je veux te montrer. El que ves acá. Pero para tener una experiencia que nos dio poco, mira, a lo largo de toda la hilera ya. Tu vois, nous voulions vérifier sur tout le rang de vigne si le compost a bien évolué. Il est en train de se compacter. Il s'est réduit de moitié. Et avec quoi? Avec les restes de raisin? Non, ça on ne s'en sert pas, car ça contient trop de lignine. Ça doit être un matériel sec, comme de l'herbe ou de la paille. Le reste de la paille de blé. On fait comme un gâteau composé d'excréments d'animaux, de matière verte, de matière sèche, plusieurs couches comme ça. C'est la forme normale. On termine le compost en le couvrant avec une matière sèche et un peu de terre. Et avant, bien sûr, on y incorpore toutes les préparations et on le recouvre de valériane qui sont préparées ici par les jardiniers. Là, il a fermenté, il est froid. La température atteint naturellement 50 à 60 degrés. Au 2e jour, le compost fumait et au 10e, il a atteint son pic. Et ensuite, la température a commencé à baisser. Le compost biodynamique est plus facile à faire que le compost organique qui doit être inoculé, le retourner, l'oxygéner. Celui-là, il fermente seul. Tu n'as pas besoin de l'aérer. Il se compacte seul. À côté des grands groupes, on trouve aussi de petits domaines, tels que celui du Montsecano, où Julio Donoso collabore avec le viticulteur alsacien Ostertag, et Yves Poussé dans le domaine de Tipaomé. Être artisan dans le vin au Chili, c'est très très difficile. C'est pas la Bourgogne ici. Je crois que Montsecano est vraiment une exception d'un petit domaine au Chili. Ça n'existe pas des domaines de 6 hectares comme ça. C'est compliqué de faire du vin. La viticulture est un métier très risqué. Parce que il faut que, bon, non seulement il faut le faire, mais ensuite il faut le vendre. Donc c'est compliqué. Et la vigne apprend ça, parce qu'elle apprend la patience, elle apprend l'humilité, elle apprend à attendre. Et faire un grand vin, c'est ça. C'est attendre. Ostertag, il me dit toujours, en viticulture, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de ne rien faire. C'est de s'abstenir. Et souvent ici, on se dit, ah là là, mais ça va.
je l'appelle et tout, il me dit toujours, tu sais, non, ne fais rien. Il me dit, mais André, voilà. Au début, je m'affolais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a plu. Qu'est-ce qu'on va faire? De l'eau idiot. Vous avez dit la viticulture c'est très difficile, alors rajouter en plus le fait que ce soit bio ou en biodynamie et qu'en plus après vous ayez fait un vin naturel, nature, ça rajoute encore des difficultés ou... Oui, mais la seule façon, quand moi j'ai acheté ce petit domaine, j'étais clair que la seule façon de réussir, entre guillemets, c'était de se différencier par rapport à ce que faisait l'industrie. Quand on se dit, voilà, je viens au Chili, je viens à Las Dichas, je viens dans ce terroir, mais je viens pour faire un grand vin, qui ne va pas être un Pinot de Bourgogne, mais qui va être un grand Pinot. Est-ce que vous étiez vu comme quelqu'un qui faisait des trucs bizarres? Est-ce que vous parliez déjà de ce que vous faisiez? Non, c'était comme on dit excentrique, il ne va pas y arriver, c'est impossible. Qui disait ça? Tout le monde. En viticulture conventionnelle, quand une vigne a 15 ans, on l'arrache et on replante autre chose. En biodynamie, on dit on en a encore pour 85 ans de plus, puisqu'on travaille à 99 ans. 3 générations. Avec eux, je m'interroge notamment sur l'aspect marketing de la biodynamie. Ce qui est un peu dommage, c'est que la biodynamie devient un peu à la mode, et les modes sont chiantes. Parce que les gens, ils font ça parce que ça vend, parce que ça fait bien, parce que ça fait parler dans les soirées. Voilà, j'ai trouvé un petit domaine en biodynamie, machin, etc. Non. C'est pas ça la biodynamie. Moi, je trouve que ce n'est pas... Aussi bien, je ne suis pas d'accord que transformer la biodynamie en une espèce de secte à la Khmer Rouge. Je trouve que la biodynamie est un outil extraordinaire. Mais c'est un outil. C'est un point de vue. C'est pas bien qu'il y ait plein de gens qui veuillent utiliser cet outil C'est absolument bien. Ce qui n'est pas bien, c'est les gens qui le font pour le marketing. Porque tal vez en 5 años más, si mucha gente se met, peut-être que dans 5-10 ans, si tout le monde se met en biodynamie, ça va dégénérer, quoi. Ça va devenir du business. C'est pas déjà un peu du business? Non? Une philosophie, c'est pas du business. Ouais. Et quand même, pour faire de la biodynamie, il faut vachement de volonté, non? Vous pensez vraiment que ça pourrait devenir quelque chose pour du business? Ouais, et donc se massifier, quoi. Par exemple, Walter, lui, il dit le contraire. Il dit que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de monde parce que ça propage la biodynamie. À cause de l'importante surface, certains puristes remettent en question le travail effectué chez Emiliana, ce qui renforce mon envie de rencontrer le viticulteur du projet, Miguel Elizalde. Et c'est finalement après 1 mois et demi de persévérance que je finis par le rencontrer. Emiliana est un projet intéressant pour ceux qui suivent. C'est le premier projet ici, au Chili, pour lequel le défi a été de faire une agriculture raisonnable. En plus d'être biologique ou biodynamique, qui soit sur une grande échelle. Ça a été le défi que j'ai dû relever et qui m'a semblé très intéressant à développer. Tu dois trouver un équilibre. Est-ce que je peux faire de l'agriculture biologique à grande échelle? Beaucoup de gens disent que c'est pas possible. Moi, je dis que c'est possible. Bien. Si tu vas dans les détails des puristes de l'agriculture bio, il y a en effet certains détails que tu n'obtiendras pas. Mais pour moi, c'est le résultat dans son ensemble qui est important. Parce que, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un se convertit en agriculture biologique dans le monde? Chaque fois qu'il y a un nouvel hectare converti à l'agriculture bio, le monde y gagne. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est faire avancer cette ligne. À chaque conversion, le monde gagne.
Avec ce projet d'Emiliana, sur 1000 hectares dédiés à l'agriculture biologique, le Chili gagne, le monde gagne. Écoute, est-ce que l'on peut l'améliorer? Peut-être que je ne fais pas les plantations avec ça ou ça. Oui, probablement je ne le fais pas. Parce qu'on doit être capable de rendre compatibles les intérêts d'un groupe d'entrepreneurs avec les intérêts de l'agriculture biologique. J'essaie de les rendre compatibles. D'une part, nous allons réussir à faire une production de très bonne qualité et de bonne quantité, qui génère un très bon vin. Cependant, du point de vue de l'entreprise, c'est un commerce qui peut se projeter dans le temps à un coût extrêmement maîtrisé. Et d'autre part, j'ai réussi à mettre en place les techniques de l'agriculture biologique et incorporer des éléments de maîtrise d'émissions carbone, de séquestration du carbone, de diminution de l'impact environnemental. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Énormément. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Je dois anticiper pour continuer à améliorer. Mais pour le moment, on se trouve déjà dans un bon équilibre. Je pense que le monde du vin est un monde trop élitiste. C'est quelque chose qui... Et tu es rentré dans ce monde. Et tu aimes maintenant? Durant l'interview, il m'explique que c'est parce qu'il pensait que j'appartenais à ce monde élitiste qu'il ne souhaitait pas me rencontrer. Souvent, ça me coûte. Ça me coûte des... Comment dire ça? C'est trop compliqué à t'expliquer. Je crois que la biodynamie, d'une certaine façon... Ouais, il y a des gens comme certains entrepreneurs qui veulent pas trop parler de ce qu'ils font dans le détail. Mais de manière générale, ceux avec qui tu travailles ou rencontres dans la biodynamie sont toujours des gens qui sont capables de partager ce qu'ils font et le font avec beaucoup de plaisir. Ici, tout ce que je fais, je le montre, car il n'y a pas de secret. Je crois que le seul secret est dans la capacité de chaque agriculteur à améliorer la biodynamie. C'est finalement la façon dont on s'implique dans ce que l'on fait qui compte. L'agriculture biodynamique a une partie technique, composée des préparations, mais la façon dont on les prépare et à quoi elles sont destinées, tout ça est écrit. Ce que je dois comprendre, c'est comment moi je l'applique et pourquoi j'applique cette préparation. C'est comment je la comprends. Je peux appliquer de la silice comme une action mécanique ou comme une action spirituelle. Le but n'étant pas le même. C'est dans ce contexte que se trouve, à mon avis, le grand secret. Et c'est ce qui fait une grande différence. Je traverse les Andes en direction de Mendoza, cette région viticole qui concentre 70% du vignoble argentin. C'est ici que j'aborde la question des pesticides. Je rencontre tout d'abord Gabriela Celeste, consultante en œnologie et viticulture pour de nombreux domaines argentins et collaboratrice du célèbre œnologue français Michel Rolland. Mais le problème ici, c'est qu'aussi on a des surfaces énormes à cultiver, à suivre. Et parfois, les gens qui s'occupent du vignoble, ils n'ont pas le temps de marcher chaque rang de vigne tout le temps. Et je pense que c'est un peu ça. C'est plus facile de travailler avec des traitements, des choses comme ça. Et parfois, même si on n'a pas besoin de faire tellement de traitements, les gens, pour être tranquilles, font les traitements, je ne sais pas, 5 traitements quand il y aurait eu besoin de faire que 3. C'est une question d'être sûr qu'on va avoir une production.
les gens ne voulaient pas trop prendre les risques d'une année humide et qu'ils n'aient pas de raisins. C'est un peu ça. C'est une question de mentalité pour moi, surtout. Est-ce que c'est votre rôle à vous de les rassurer, de leur dire non, ça fonctionne, il y en a d'autres qui l'ont fait? On les accompagne quand ils ont pris la décision. On n'influence pas les gens à faire organique ou biodynamique parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire et que pas tout le monde est d'accord. Mais s'il y a des gens qui demandent, bon, j'ai vu commencer un vignoble qui soit biodynamique ou organique, on va les aider bien sûr à suivre ça. En fait, Michel Rollin, il a son vignoble Val de Flores qui est organique. Mais au départ, il était un vignoble normal et petit à petit est devenu organique. Ça évoluera s'il y a des personnes qui demandent des produits organiques et des produits biodynamiques. Et aujourd'hui, le marché pour ça, c'est trop petit. Il y a une niche, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que ça sera énormément plus grand qu'aujourd'hui, dans les prochaines 20 années, je pense. Au futur, on sait pas. Des résidus, par exemple, dans le vin? Ben oui, absolument. Et qu'est-ce que... Mais j'ai les études. Moi, je fais aussi des analyses en laboratoire. Presque tout le vin conventionnel a des résidus de pesticides. Toujours au-dessus de la norme, en bas de la norme, mais il y a. De la norme, quelle norme? Il y a une norme... qui te permet d'avoir des résidus? Ah oui. Il y a ça pour le vin, pour l'eau. Mais tu vois, les normes pour le vin, c'est 50 fois plus que les normes pour l'eau. Donc la majorité des vins conventionnels a des pesticides. Ça, c'est la grosse différence entre le vin conventionnel et le vin qui se travaille en bio. Alberto Sechin, pionnier de la viticulture bio à Mendoza, est aussi très engagé sur la question de l'alimentation, puisqu'il est président de la Slow Food Association d'Argentine. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des produits qui ne contiennent pas d'intrants chimiques, qui ne sont pas altérés génétiquement, parce que beaucoup sont altérés génétiquement. C'est difficile. C'est pour cela que d'une certaine façon, nous sommes obligés de produire ce que l'on mange ou ce que l'on consomme. Les gens, nous, qui nous asseyons tous les jours pour manger, travailler, on manque de cette information, de l'information sur ce qu'entraînent les produits chimiques à long terme. Mais d'une certaine façon, nous pouvons dire merci à l'informatique et à ceux qui ont du temps et surtout qui sont intéressés pour investiguer et qui se rendent compte que tout n'est pas aussi beau qu'on nous l'explique. Et depuis longtemps, nous savons que les produits chimiques génèrent des problèmes. À court, moyen ou long terme, ça peut mettre du temps, mais ils génèrent des problèmes. Les types de maladies que peuvent engendrer les produits chimiques sont diverses. Et même les entreprises qui les produisent ne connaissent pas exactement les maladies qu'ils déclenchent. Mais pourquoi? En réalité, il existe une telle diversité de produits chimiques que lorsque je me mets à table et consomme une salade qui contient tel produit et que je l'accompagne avec un vin qui contient lui aussi tel ou tel produit, la combinaison de tous ces produits chimiques entraîne un résultat totalement différent. Et donc, même les laboratoires ne font pas de recherche sur ces combinaisons possibles entre tous ces produits chimiques présents sur la table de chaque personne. Et donc, c'est infini la quantité de maladies que cela peut déclencher à travers cette consommation d'intrants chimiques. C'est autant infini que la combinaison qu'il est possible de faire avec la nourriture. Pense à l'ensemble des plantes, des légumes, des céréales, du vin et des produits chimiques différents qu'ils contiennent. Et donc imagine les pesticides que contient une salade et que j'associe aujourd'hui avec ceux du vin et demain avec ceux de l'eau et le lendemain d'une bière. Et donc combien de combinaisons on peut effectuer à partir d'un aliment ? Des centaines. Et cette centaine de pesticides que l'on peut combiner avec une centaine d'autres donne des probabilités infinies. C'est donc impossible de terminer ce schéma.
Et la solution n'est pas de chercher à résoudre cette complexité en calculant toutes les combinaisons possibles. C'est seulement d'éliminer ce qui génère le problème. Mais pour moi, ça c'est le plus important. Nous, c'est qu'on travaille avec la nourriture, parce qu'on nourrit le monde. C'est qu'on fait le vin, c'est qu'on fait le pain, c'est qu'on fait l'huile d'olive. Tu vois, tout ça, ça c'est des produits millénaires. On a une grosse responsabilité. Oui, on trouve autre chose. Peut-être on peut avoir une meilleure expression du vin. On peut donner au vin un sentiment de terroir. On peut lier le vin au terroir de meilleure façon parce qu'il y a moins de choses dedans extérieures. Mais ce qui me fait beaucoup valoriser de travailler en bio, c'est de nourrir le monde avec des choses bien. De mettre sur la table de quelqu'un un vin sans pesticides. Donc après, s'il y a un autre qui met des œufs sans pesticides, s'il y a un autre qui met la viande sans antibiotiques, s'il y a un autre qui met des légumes sans pesticides, c'est parfait, tu vois. Faut juste faire bien les choses. Je crois que le vin doit être bon. Le vin, le fromage, les laitues. Les laitues. Si, les produits. Il aura fallu 1 an de voyage pour mener à terme cette réflexion autour du vin, mais qui concerne en réalité toute notre alimentation. Tout ce long voyage et ces vignerons rencontrés pour découvrir leur méthode d'agriculture, qu'elle soit biologique ou biodynamique, mais aussi parler des pesticides et des résidus, des certifications. De retour en France, je crois que le next stop sera simplement le caviste du coin, ayant déniché des perles rares du vin et qui n'attend que nous pour les partager. Let me run from all these years of wasted space. I promise you I'll never, ever change. These chains that are holding me make it so hard for me to breathe the air that most of us do not see or speak for all, confined by these walls which have held